Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un petit livre qui ne paye pas de mine, qui est très peu connu et qui vaut son pesant d'or. C'est un livre qui a été écrit par Dale Carnegie. Et non, ça n'est pas comment avoir des amis et réussir dans la vie. Non, c'est un autre livre écrit par Dale Carnegie qui se nomme « Triomphez de vos soucis, vivez que diable ». Et c'est un livre vraiment extraordinaire. C'est un livre qui va vous apprendre comment combattre cette maladie mentale dont nous sommes tous affublés et qui est le souci. C'est un livre qui n'est pas facile de trouver. Moi, j'en fais collection parce que chaque fois qu'un ami passe une période difficile, je lui en offre un exemplaire. Je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on aime bien. Alors, l'auteur, Dale Carnegie, nous explique qu'il s'était intéressé au sujet des soucis et il a été dans la bibliothèque de Washington, la plus grande bibliothèque, et il a regardé ce qui existait sur le sujet. Et il n'y avait pas grand-chose. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de livres sur des sujets absolument incroyables, comme, je sais pas, les dinosaures, que sur les soucis, alors que, quand même, il faut bien dire que l'être humain est plus préoccupé par ses soucis que par la connaissance des dinosaures. Alors, la première chose, c'est qu'il nous parle des mesures élémentaires contre les tourments. Alors, il nous décrit un certain nombre de mesures simples, la première étant de diviser sa vie en compartiments étanches. Effectivement, si vous ramenez par exemple les soucis de votre travail à la maison et que vous emmenez les soucis de la maison à votre travail et que vous pensez au boulot quand vous êtes en vacances et que vous pensez aux vacances quand vous êtes au travail, ça crée des problèmes. Donc, essayez de compartimenter, de vous dire, bon, maintenant, je travaille sur telle chose, ou maintenant, je m'amuse, ou maintenant... Donc, comment compartimenter? Qui, à votre avis, a bien pu écrire ces vers? Heureux l'homme, bien plus que tous les autres, qui peut dire que cette journée lui appartient. Qui, sûr de lui, dans son fort intérieur, s'exclame « Que m'importe demain, même si je dois mourir, puisque j'ai vécu aujourd'hui ». Eh bien, c'est un philosophe, Horace, un philosophe et un poète romain qui a vécu bien avant Jésus-Christ. Et c'est certainement un enseignement important. Alors ensuite, il nous parle d'une formule magique pour dissiper nos appréhensions. Eh bien, voilà la formule magique. Elle comporte 3 points. Le premier, procéder à une analyse courageuse et honnête de la situation et déterminer quelles pouvaient être les conséquences les plus graves de mon échec. Ça, c'est quelque chose que je pratique de manière constante. 1. Être honnête. Alors, c'est très difficile d'être honnête parce que, par exemple, on veut toujours avoir raison. Bon, si on veut avoir raison, on ne peut pas être honnête. L'honnêteté sous-entend qu'on se plie à la réalité et au fait que les autres ont raison s'ils ont raison. Donc, être honnête, et ensuite, dans la même chose, voir les conséquences les plus graves. En effet, si on ne pense pas au pire qui puisse arriver, on va garder une espèce de fantasme, de catastrophe, sans avoir vraiment mesuré quelle est la catastrophe. J'ai un de mes amis qui non seulement fait ça, mais prévoit pour toute catastrophe un certain nombre de mesures. Et de cette façon, il ne se crée pas de soucis puisque, quoi qu'il arrive, il a déjà réfléchi à ce qu'il va faire et il a déjà trouvé des solutions.
Alors le point numéro 2, c'est après avoir ainsi envisagé les conséquences les plus désastreuses qui eussent pu se produire, je me résignais à les accepter au cas où cela devait devenir nécessaire. Alors, il y a une grande règle, c'est que on doit accepter les choses qu'on ne peut pas changer et bien sûr changer les choses qu'on peut changer. Donc, très souvent, on se révolte contre l'inéluctable. Mais si c'est inéluctable, cette révolte ne sert pas à grand-chose. Si vous pouvez changer des choses, alors là, vous pouvez y mettre votre énergie. Si c'est un fait absolument inamovible, il n'y a qu'une solution, c'est de l'accepter. Et puis le troisième point, c'est de consacrer très calmement tout son temps et toute son énergie à la recherche d'un moyen susceptible d'atténuer ses conséquences et que mentalement j'avais déjà accepté. Donc voilà, c'est une formule en 3 points. Elle marche bien et très souvent on ne pense pas à imaginer le pire qui puisse nous arriver. Alors les mesures contre les tourments. Alors, il y a des tas de mesures contre les tourments. Par exemple, aller au cinéma, lire un bon livre, se distraire, dormir profondément, chanter, jouer de la musique. Bon, bien sûr, nous sommes tous différents et chacun a son moyen de se distraire et de changer les idées. Mais se changer les idées, c'est une bonne façon de chasser les tourments. Et dormir, c'est une bonne façon de prendre de la distance par rapport à eux. Alors ensuite, il propose d'analyser de manière systématique les problèmes. Et on se rend compte que en analysant, en découpant en rondelles le problème, d'abord ce sont des étapes qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser. Et puis on trouve plus facilement un ensemble de petites solutions qu'une grande solution à un grand problème. Donc il faut découper son problème en petits éléments. Alors cette façon de cultiver une attitude susceptible de vous apporter la paix et le bonheur. Alors, il nous parle tout d'abord, page 134, de 9 mots qui peuvent apporter la paix et le bonheur. Alors, quels sont ces 9 mots? Eh bien, les 9 mots, notre vie est ce que nos pensées en font. Je sais, vous le savez déjà, on vous l'a dit 50 fois, mais avez-vous vraiment mesuré à quel point vos pensées peuvent générer des soucis ou peuvent amplifier vos soucis? Et combien le contrôle de votre pensée, l'analyse et le contrôle de votre pensée peut diminuer vos soucis. C'est considérable. Ensuite, il nous parle des rancunes. La rancune, c'est quelque chose qui se paye très cher. Il y a très peu de gens qui ont les moyens de se payer de la rancune. Alors je sais, on a envie d'avoir de la rancune, de se venger, quand quelqu'un nous a fait quelque chose de pas sympa. La réalité, c'est que vous donnez à l'autre, qui vous a fait quelque chose de pas bien, un pouvoir sur vous en ayant de la rancune, de la rancœur et en voulant vous venger. C'est beaucoup plus destructeur et ça mène beaucoup plus de soucis que si on pardonne ou qu'on oublie. Ne soyez pas révoltés par l'ingratitude des gens. Bon, les gens sont ingrats, la plupart. Quand quelqu'un manifeste de la gratitude, bah, tant mieux, c'est formidable. Alors ensuite, Dale Carnegie nous raconte l'histoire d'un de ses amis. Autrefois, je me tourmentais souvent, trop souvent même. Mais j'ai changé depuis le jour où, descendant une rue, je vis un spectacle qui devait me libérer pour toujours de cette manie. Tout se passa en 10 secondes peut-être. Mais ce petit laps de temps fut suffisant pour m'apprendre plus sur l'art de vivre que je n'en avais jamais appris pendant les 10 années précédentes. Je traversais à l'époque
une année très difficile. J'avais été pendant 2 ans propriétaire d'une petite épicerie, mais les affaires ne marchaient pas du tout. Ça allait si mal qu'après avoir perdu toutes mes économies, j'ai été obligé de faire des dettes considérables. Finalement, j'ai dû fermer mon magasin juste 3 jours avant l'événement, car ce fut pour moi vraiment un événement dont je vais vous parler. Ce matin-là, je me rendais à la banque commerciale et industrielle afin d'emprunter une petite somme pour pouvoir m'en aller à Kansas City, où j'allais essayer de trouver une place. Je marchais comme un homme vaincu. J'étais complètement abattu, désespéré. Et puis tout à coup, je vis, venant en sens inverse, un vieillard qui n'avait pas de jambes. Il était assis sur une sorte de petite plateforme en planche, montée sur des roues de patins à roulettes. Il se déplaçait à l'aide de 2 blocs de bois, un dans chaque main, qu'il posait alternativement sur le sol pour se pousser en avant. Il venait de traverser un croisement et j'arrivais à sa hauteur juste au moment où il allait se hisser sur le trottoir. Comme il se renversait en arrière pour faire pencher sa plateforme, pour la faire monter sur le trottoir, nos regards se rencontrèrent. Et alors, ce malheureux, ce cul-de-jatte, m'adressa un large sourire. « Quelle belle matinée, n'est-ce pas ?» Il me dit ça joyeusement. Je le dévisageais, stupéfait. Et brusquement, je me rendis compte à quel point j'étais riche. Je pouvais marcher. J'eus soudain honte de ma faiblesse. Si cet homme pouvait être heureux, joyeux et plein de confiance alors qu'il n'avait pas de jambes, je pouvais certainement l'être tout autant avec mes 2 jambes. J'ai eu l'impression de sentir ma poitrine se gonfler. J'avais eu l'intention de solliciter au directeur de la banque un prêt de $200. À présent, j'allais lui en demander 400. J'avais pensé lui expliquer que je désirais partir à Kansas City pour essayer de trouver une place, mais à présent, je lui annonçais d'un ton assuré que j'allais à Kansas City pour trouver une place. Et tenez-vous bien, on m'accorda sur le champ un prêt de $400 et 1 heure après mon arrivée à Kansas City, j'ai trouvé une bonne place. Voilà cette histoire. Alors, c'est une belle histoire. Et il n'y a pas que des personnes qui n'ont pas de jambes, il y a des gens qui sont paralysés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en fin de vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que même dans les circonstances les pires, il y a des gens qui réussissent à être heureux et qui sont souvent une source d'inspiration pour tous les autres. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans ce livre? Eh bien, il nous conseille de mieux nous connaître. Le développement personnel est une bonne façon de mieux se connaître. Et c'est vrai que mieux on se connaît, eh bien, moins on a de soucis. Et une jolie phrase. Le destin ne vous a donné qu'un citron? Eh bien, faites-en une citronnade. Alors, le chapitre sur la mélancolie parle des découvertes du docteur Adler. La mélancolie est une sorte de ressentiment soigneusement entretenu envers tout le monde. Alors, le processus, c'est qu'on se fait plaindre, mais on en veut à tout le monde. Souvent, les mélancoliques sont tentés de se venger en se donnant la mort. En général, la mélancolie, le mélancolique dit que rien ne l'intéresse. Il a envie de rester au lit. Donc, la première règle, c'est que si un mélancolique vous dit un certain nombre de choses, il faut être d'accord avec lui et ne pas chercher à combattre ce qu'il dit. La deuxième règle, c'est de dire si vous pouvez guérir en 2 semaines, si vous appliquez strictement la prescription suivante. Chaque matin, cherchez à faire plaisir à quelqu'un. Je répète parce que la phrase est importante. Chaque matin, cherchez le moyen de faire plaisir à quelqu'un. C'est la solution pour ne plus être déprimé.
Donc le docteur Adler nous conseille de faire une bonne action chaque jour. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne action? Eh bien le prophète Mahomet dit qu'une bonne action, c'est quelque chose qui fait apparaître le sourire sur quelqu'un d'autre. Alors penser aux autres et chercher à faire plaisir, ça a des tas de conséquences par exemple. Ça vous permettra aussi de vous faire beaucoup d'amis et de mener une existence plus heureuse. Eh bien, le professeur William James explique comment ça fonctionne. Je ne pénètre jamais dans un hôtel ou un magasin ou un coiffeur sans dire un mot aimable aux gens que j'y rencontre. J'essaye de leur montrer que je les considère comme des individus, non seulement comme un rouage d'une petite machine, mais aussi comme des personnes à part entière. Je fais par exemple un petit compliment à la jeune fille qui me sert dans un magasin en lui disant qu'elle a un charmant sourire ou de beaux cheveux. Je demande au coiffeur qui me rase s'il n'est pas trop fatigué de rester debout toute la journée. Je lui demande peut-être pourquoi il a choisi ce métier. Bref, je m'intéresse à lui. Tenez, l'année dernière, par une journée particulièrement torride, je déjeunais au wagon, le restaurant du train pour New Haven. Le wagon était bondé. Il y régnait une chaleur de fournaise. Lorsque quelqu'un vint m'apporter le menu, je remarquais « Ah, dites donc, les pauvres types qui travaillent dans votre cuisine surchauffée doivent être à bout de force. » Le garçon se mit à jurer. D'abord, je crus qu'il était furieux, mais je compris vite mon erreur. Bonté divine, tous ces gens qui viennent ici n'arrêtent pas de se plaindre de la nourriture, du service qui est trop lent, de la chaleur, des prix. Voilà 19 ans que j'entends ces récriminations et vous êtes le premier qui ait jamais eu l'idée de manifester un peu de sympathie pour ces cuisiniers qui suent sang et eau dans leurs réduits brûlants. Ah, je voudrais bien que nous ayons d'autres clients comme vous. En somme, ce garçon était stupéfait de voir que je considérais les cuisiniers comme des êtres humains et non comme de simples rouages dans la grande organisation qui est une ligne de chemin de fer. Donc, Dale Carnegie résume en disant « Cessez de penser uniquement à vous-même en pensant davantage aux autres. Faites chaque jour une bonne action qui fera naître un sourire sur un visage harassé. » Quelle belle recette. Passons aux attaques. Un de mes amis a été attaqué récemment. Il n'en a pas dormi de la nuit. Quand je dis attaqué, on a dit du mal de lui. Quelque chose de totalement injuste. Alors, là, il y a une astuce, c'est de déplacer son cadre. En PNL, on appelle ça le recadrage. Ce que dit Dale Carnegie, c'est « Dites-vous bien qu'on vous attaque parce qu'on vous jalouse ». Et il explique comment devenir insensible aux critiques. Alors voyons ça à la page 226. Il nous explique « J'ai fait il y a longtemps une découverte importante. Tout en étant incapable d'empêcher les gens de me critiquer injustement, j'étais parfaitement capable de faire quelque chose de bien plus utile, c'est-à-dire décider moi-même, tout seul, si oui ou non, j'allais me laisser affecter par ces critiques injustifiées. Je tiens particulièrement à éviter toute ambiguïté à ce sujet. Je ne recommande nullement une indifférence complète envers toute critique. Non, non, je conseille simplement l'indifférence envers les critiques injustifiées. Donc, la règle qu'il nous donne, c'est « Faites de votre mieux ». Ensuite, ouvrez votre vieux parapluie et promenez-vous tranquillement sous l'averse des critiques qui ne pourront plus vous dégouliner dans le cou. Ah, il y a un chapitre sur la fatigue. Parce que c'est vrai que la fatigue, c'est un grand problème si on veut ne pas avoir de soucis. Eh bien, il explique qu'en fait, la fatigue provient d'un effet de tension. Et que la fatigue, par exemple, moi j'ai remarqué que, en ce qui me concerne, être avec quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui garde pour lui ce qu'il pense, est extrêmement fatigant. Ça me prend toute mon énergie. Avoir des soucis, on pourrait penser que ça ne prend pas beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup plus d'énergie que faire du sport. Je suis sûr que vous avez remarqué que dans des périodes de tension, vous avez les muscles des jambes qui sont douloureux tellement vous avez tendu vos jambes. Et je ne parle pas du dos et des maux de dos. Donc, dites-vous que la relaxation, par exemple,
est une façon formidable de ne pas être fatigué. Pourquoi? Eh bien parce que on évite toutes ces tensions. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce livre. Ah, j'allais oublier un point important, c'est les préoccupations financières. Alors, il y a un petit chapitre sur les préoccupations financières et je vais vous le lire. En fait, il y a 6 conseils. Voilà. Alors, comment se sortir des soucis financiers? 1. Notez les faits noir sur blanc. Alors, noter les faits, c'est tenir des comptes, par exemple. 2. Établissez un budget sur mesure qui comprend réellement tous vos besoins. 3. N'augmentez pas vos migraines en même temps que vos revenus. Alors, oui, là, il y a un processus qui est que plus on gagne, plus on a envie de dépenser, et plus on dépense, plus on se crée de soucis. Alors qu'en fait, il suffirait de garder le même train de vie et d'épargner un peu plus. Protégez-vous contre la maladie, l'incendie et toutes sortes de dépenses imprévisibles. Bon, en d'autres termes, prenez des assurances. Apprenez à vos enfants la valeur de l'argent. Il raconte une anecdote, une femme qui avait demandé à sa banque un chéquier supplémentaire qu'elle avait donné à sa fillette âgée de 9 ans. Chaque fois que l'enfant recevait de l'argent de poche, elle le déposait entre les mains de sa mère, qui administrait les fonds, tout comme une banque peut administrer les fonds d'un client. Puis, quand au cours de la semaine, la fillette avait besoin d'argent, elle tirait un chèque et calculait elle-même son solde, exactement comme un adulte avec un compte chèque. L'enfant trouvait cette méthode très amusante et en même temps, elle apprenait à ne disposer de son argent qu'à bon escient. Voilà une bonne idée. Le point 6, eh bien c'est peut-être le plus important. Ne jouez jamais, je dis bien jamais. Une des choses les plus ahurissantes que je connais, c'est le grand nombre de gens qui espèrent gagner de l'argent en jouant aux courses, en jouant aux machines à sous ou avec d'autres façons. La plupart de ces gens, un jour ou l'autre, eh bien, se trouvent ruinés. Eux et leur famille. Voilà, je vous rappelle le titre de cet ouvrage, « Triomphez de vos soucis, vivez que diable ». L'auteur, c'est Dale Carnegie. L'édition que j'ai en main, c'est une édition publiée par Flammarion. La traduction date de 1944, vous voyez, ça n'est pas tout jeune. Et le traducteur s'appelait Max Roth, R-O-T-H. Je vous conseille vivement d'avoir ce livre dans votre bibliothèque. À très bientôt pour le prochain livre. Au revoir.